bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Institut Louis Bachelier, le réseau de recherche en économie et finance. Ce matin, nous accueillons Lionel Fontagné à l'occasion de la publication de son ouvrage La feuille de paye et le caddie, qui a été récemment publié aux presses de Sciences Po et qui a été réalisé sous l'égide de la chaire Sécurisation des parcours professionnels, qui est co-dirigée par Pierre Cahuc. Donc, bonjour messieurs. Avant de commencer la présentation, peut-être que Pierre pourrait présenter brièvement la chaire Sécurisation des parcours professionnels et le contexte dans lequel s'inscrit l'ouvrage de Lionel Fontagné, La feuille de paye et le caddie. Oui, bonjour, merci Ariane. Bonjour à tous. Oui, deux mots sur la chaire que vous connaissez, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. D'abord, je voulais commencer par remercier Lionel d'avoir écrit ce très bel ouvrage sur l'impact du commerce international sur l'emploi. C'est un ouvrage qui rend vraiment bien compte des enseignements de la littérature récente. Et à ce titre, il s'inscrit dans les ouvrages que publie la chaire. La chaire a publié plus près 25 ouvrages sur des thèmes qui couvrent l'emploi, le marché du travail, la discrimination, les conditions de travail. Donc cette chaire, elle est sponsorisée par des partenaires que sont le groupe Alpha, l'UNEDIC, Pôle emploi et le ministère du Travail. Donc, on publie des études, on finance des recherches, des doctorants sont affiliés à la chaire et on travaille essentiellement sur le marché, les thèmes qui recouvrent le marché du travail. Donc, voilà pour l'essentiel. Je vais vous laisser la parole tout de suite, dans la mesure où je pense qu'il y a effectivement beaucoup à apprendre de cet ouvrage, dans un contexte dans lequel on parle beaucoup de relocalisation des activités, de démondialisation. Donc, je pense que Lionel a des idées assez précises sur le sujet et bien informé, donc on est très impatient de t'écouter. Merci Pierre pour cette introduction. Je rappelle que vous aurez la possibilité de poser des questions à l'intervenant que nous relayerons après l'intervention qui va débuter maintenant et qui se présentera sous forme de questions-réponses. Lionel, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'école à PSE et à l'université Paris 1. Donc, première question, pouvez-vous rappeler le contexte et les motivations de cet ouvrage, hein? Pierre a rappelé que c'était un sujet d'actualité, hein, la mondialisation, les relocalisations et l'impact de ces phénomènes sur le marché du travail, hein. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Plutôt que de prendre, pour entrer dans le sujet, l'angle des relocalisations, dont on parlera, j'en suis sûr, dans les questions-réponses ou dans la suite de cet entretien. Je pense que le point d'entrée, ce qui a motivé en fait cet ouvrage au départ, c'est ce qu'on appelle en général la fatigue de la mondialisation. Donc c'est un terme un peu général, qui n'est pas tellement un concept économique, évidemment, mais donc c'est quelque chose qui rend compte d'une montée dans l'opinion, d'un questionnement, légitime ou pas, on va en parler, sur la question de la mondialisation, de ses conséquences. Alors, sans être long sur le sujet, parce que je ne suis pas politiste, tout le monde a en tête que ça a des conséquences politiques, cette fatigue de la mondialisation. Sans parler de la France, nos voisins britanniques, avec le Brexit, ont montré ce qu'il pouvait en être. Alors évidemment, tout le Brexit ne s'explique pas par la mondialisation, mais évidemment, le ressenti y contribue. Et puis, un peu plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, le Trumpisme, qui ne s'arrêtera pas avec le départ de Trump, est aussi une manifestation de ce sentiment, de cette fatigue de la mondialisation. Et d'ailleurs, les débats qui ont lieu aux États-Unis, qui ne datent pas d'aujourd'hui, j'en redirai un mot tout à l'heure, les débats qui ont lieu aux États-Unis sont des débats qui ont eu un écho important et qui ont encore un écho important en France. Et ce qui est dit aux États-Unis, et notamment les études économiques qui sont faites aux États-Unis, sont quelquefois mal comprises en France ou transposées sans autre précaution. Et je voudrais aussi, dans un moment, faire en sorte que des éléments de précaution soient pris quand on en parle. Alors, cette fatigue de la mondialisation, en fait, elle est un peu ambiguë parce que quand on regarde les sondages, vous savez, les sondages Eurobaromètre qui sont faits au niveau européen,
donc, qui concernent la France, mais aussi les autres pays européens. Eh bien, ces sondages font écho d'une perception ambivalente par les sondés, au sens où les sondés ont en tête à la fois l'impact de la mondialisation sur le marché du travail et l'impact de la mondialisation sur la variété des produits qui peuvent être achetés, sur les prix plus bas. Et donc, au fond, c'est cette ambivalence qui a conduit à travailler dans le sens qui est reporté dans le titre de l'ouvrage que vous avez rappelé tout à l'heure. On a bien donc cette idée de la feuille de paie, et donc c'est un raccourci pour parler du marché du travail et de l'impact sur le marché du travail, évidemment. Et puis, on a cette idée de prix plus bas, d'un plus grand choix pour les consommateurs, et donc c'est l'idée du caddie. Et donc, cette perception ambivalente, en réalité, elle est très juste. On va voir que les mécanismes qui sont à l'œuvre jouent sur les deux tableaux, d'un côté la feuille de paie et de l'autre le caddie. Juste pour rappeler quelques chiffres sur les sondages, je ne donnerai pas beaucoup de chiffres parce que dans un webinaire, c'est très, très fatigant. Il y a un sondage Eurobaromètre de 2017 qui demandait aux Européens, aux sondés en Europe, si la mondialisation était positive pour leur pays. Et là, il y a 54% des Européens qui répondaient oui, la mondialisation est positive, donc plus que la moitié. En France, c'est 42%, donc en France, c'est moins que la moitié. La deuxième question, c'était est-ce que ça tend à augmenter les inégalités sociales? Et là, il y avait au niveau européen 63% des personnes interrogées qui répondaient oui. En France, c'est 75%. Vous voyez, cette ambivalence dont on va se faire l'écho tout à l'heure, elle est encore beaucoup plus marquée en France. Et si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que ça représente une menace pour l'emploi? Il y a 38% des Européens qui répondent oui et 59% des Français qui répondent oui. Donc, une perception quand même encore plus forte en France, probablement, qu'en moyenne dans l'Europe, des conséquences éventuellement néfastes de la mondialisation. Mais en même temps, il y a un autre sondage Eurobaromètre en 2019 dans lequel les 3 sur 5 déclarent bénéficier du commerce international, ce qui est quand même un des éléments de la mondialisation. Et parmi ceux-ci, 54% déclarent bénéficier d'un choix plus grand, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée de variété, et 49%, donc presque la moitié, disent que c'est une façon de consommer des produits qui sont moins chers. Voilà, donc ça fait écho, cette ambivalence dans la perception au débat américain que j'évoquais tout à l'heure, et qui est un débat beaucoup plus ancien qu'en France encore. Ce débat, il a commencé même au début des années 1990. Vous vous rappelez peut-être que dans un débat avec Bill Clinton en 1992, donc c'était pendant la campagne, Ross Perot, qui est un candidat qui a disparu en cours de route, qui a jeté l'éponge en cours de route, avait évoqué une phrase qui est restée célèbre. Il entendait le bruit horrible de la déglutition des emplois américains par le Mexique à l'avance. C'était sa position par rapport à l'entrée du Mexique dans l'accord de libre-échange nord-américain, qui était un accord entre le Canada et les États-Unis et qui a été ouvert ensuite au Mexique, comme lancé. Donc Ross Perot, lui, il entendait le bruit terrible des emplois américains qui étaient avalés par le Mexique. Et ça, c'était en 1992. Et si vous prenez une période plus récente, 2011, Peter Navarro, qui était quelqu'un de très écouté, ou qui est quelqu'un de très écouté par Donald Trump, a écrit un livre qui a eu un grand retentissement aux États-Unis et dont un petit film, un petit documentaire a été tiré. Et Donald Trump se plaisait à dire dans ses tweets que c'était son documentaire préféré. Et le titre de ce livre et du documentaire, c'est Death by China, ce qui veut dire donc la mort par la Chine. Donc c'est la Chine qui donc est la cause de tous les problèmes aux États-Unis. Et donc la force politique de Donald Trump, ça a été de convaincre les Américains que la question du chômage était une question importante, que c'était dû à la Chine, et il l'a fait dans une situation où l'économie à l'époque était complètement au plein emploi. Donc le succès politique du thème du chômage dans un pays qui est au plein emploi, c'est quand même quelque chose qui doit faire réfléchir les économistes. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire sur cette ambivalence, sur la perception politique et la perception par la société du problème qui nous intéresse aujourd'hui. Et bien sûr, l'objet de ce webinaire, c'est maintenant d'adopter une posture plus d'économiste et d'essayer d'expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre.
Nous allons y venir justement. Du coup, comment s'est transformée l'économie mondiale après 30 ans de mondialisation poussée? Alors, je crois que si on veut faire une image assez simple de tout ça, il faut avoir en tête que l'économie mondiale s'est déformée. Elle s'est déformée notamment en raison de l'émergence de la Chine. Et elle s'est déformée comment? En direction des pays à bas salaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les coûts de transport ont baissé d'une façon absolument rapide, et ceci notamment grâce à la conteneurisation du transport maritime. Euh, il y a 20 ans, on était sur des porte-conteneurs qui représentaient à peu près 5000 conteneurs. Aujourd'hui, les nouveaux porte-conteneurs qui ont été lancés, les derniers qui ont été lancés au GNL, là vous en avez tous entendu parler, portent 23 000 conteneurs. Ce qui veut dire que le coût de transport des produits depuis l'Asie est devenu à peu près zéro, très proche de zéro, dès lors que ces produits ne sont pas trop volumineux. Donc, cet effondrement des coûts de transport s'est accompagné aussi de l'effondrement des coûts de communication, de l'effondrement du traitement de l'information. Tout ça est à peu près gratuit aujourd'hui. Et donc, on a eu cette déformation de l'économie mondiale vers des pays à bas salaire. Et donc, mécaniquement, nos pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc., ont échangé de plus en plus avec les pays à bas salaire, tout simplement parce que les pays à bas salaire devenaient de plus en plus grands et parce que les coûts de transport baissaient de façon prioritaire sur le transport maritime et donc favorisaient encore plus l'échange avec les pays à bas salaire. Et puis la dernière brique sur ce mur, c'est évidemment l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et qui a donc ouvert les portes du marché mondial à la Chine. Donc on a combiné une Chine qui devenait beaucoup plus grande, des coûts de transport avec la Chine qui s'effondraient, des coûts de communication qui s'effondraient, et la Chine qui rentrait vraiment de plein pied dans le marché mondial en 2001. Eh bien, si vous regardez le Made in, la provenance des produits qui sont dans votre caddie quand vous faites vos courses, eh bien, ce Made in reflète ceci. Et le chiffre que l'on peut garder en tête, c'est un raccourci sur cette mondialisation. Sur les 15 dernières années avant la crise sanitaire que nous connaissons, eh bien, le poids des produits chinois dans votre caddie a été multiplié par 5 en France. Et peut-on transposer l'analyse de l'impact de la mondialisation sur le marché du travail entre les États-Unis et la France? Et quelles sont les principales différences entre les deux pays? Vous l'avez rappelé en introduction, mais peut-être que vous pouvez développer un peu plus cette idée. Oui, tout à fait. J'en ai dit un mot en introduction. Les situations entre les deux pays sont assez différentes et donc il va falloir faire assez attention quand on va utiliser les résultats des études américaines et essayer de les transposer à l'Europe et en particulier à la France. Et ceci pour deux raisons essentiellement. La première raison, c'est ce que je disais à l'instant sur la Chine. En réalité, quand vous regardez la part de la Chine dans les importations des États-Unis, et que vous comparez à la part de la Chine dans les importations de la France, la part de la Chine est 3 fois plus grande aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, vous avez à peu près 20%, 21% des importations qui proviennent de Chine, des achats qui proviennent de Chine. En France, c'est 3 fois moins. Donc, même si les mécanismes étaient exactement les mêmes entre les États-Unis et la France, on voit bien que l'impact de la Chine, c'est juste de l'arithmétique simple, serait beaucoup plus petit en France qu'il ne l'est aux États-Unis. Donc, quand on va faire les calculs en termes d'impact sur le marché du travail, eh bien, naturellement, l'impact sur le marché du travail en Europe sera dilué par rapport à ce qu'il est aux États-Unis, simplement parce que la Chine a grandi beaucoup. Tous les mécanismes que j'ai dit sont vrais, mais ces mécanismes ont conduit à une progression de la part de la Chine dans les importations américaines qui est encore beaucoup plus grande que ce qu'on connaît en France. Et donc, si je vous demande quel est aujourd'hui le premier fournisseur donc des États-Unis, c'est évidemment la Chine, je viens d'en parler. Mais si vous cherchez quel est le premier fournisseur de la France, eh bien, c'est encore l'Allemagne. L'Allemagne représente 18% de nos importations. Donc, l'Allemagne est à la France. Est-ce que la Chine est aux États-Unis? Et l'Allemagne, ça n'est pas exactement, vous en serez d'accord, un pays à bas salaire. Et donc, fatalement, les mécanismes vont être légèrement différents en France de ce qu'ils sont aux États-Unis. Donc, ça, c'est la première différence. La deuxième différence, elle est liée notamment aux institutions sur le marché du travail.
Donc là, je parle avec beaucoup de précaution parce que le spécialiste de ces sujets est dans la salle, donc Pierre me corrigera si je dis des bêtises, mais donc la vue dominante selon laquelle la part des salaires dans la valeur ajoutée, alors qu'est-ce que c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée? C'est au fond la part des salaires dans la richesse qui est créée chaque année dans chaque pays. Eh bien, la part des salaires, la part du travail dans la valeur ajoutée, si vous prenez la moyenne des pays de l'OCDE, sur la période qui commence en 1995 et qui va jusqu'à 2017, donc sur ces 2 grosses décennies, eh bien cette part, elle a baissé en moyenne dans l'Europe. Donc, dans le partage de la richesse créée par l'activité économique entre le travail et le capital, pour faire vite, eh bien, la part salariale, la part du travail a baissé dans l'OCDE en moyenne, de l'ordre de 4 points de pourcentage, ce qui est quand même assez considérable. Elle a baissé encore plus aux États-Unis, de l'ordre de 7 points de pourcentage. Et donc, les explications qui vont avec, vous les avez souvent entendues, c'est que c'est la pression concurrentielle des pays à bas salaire qui conduit les salariés à accepter des salaires plus bas. Ce sont les risques de délocalisation, on en parlait tout à l'heure, c'est la robotisation, tout ceci s'est combiné pour pousser donc la part des salaires dans la richesse créée à la baisse en moyenne dans l'OCDE et de façon assez prononcée aux États-Unis. Donc, moins 4 points de pourcentage dans l'OCDE, moins 7 points de pourcentage aux États-Unis. Donc, ma question est, de combien de points de pourcentage cela a-t-il baissé en France? De combien de points de pourcentage la part des salaires a-t-elle baissé en France? Eh bien, elle n'a pas baissé. Elle a augmenté sur cette même période de 3 points de pourcentage. Donc, il faut faire très, très attention. On ne peut pas importer en France les débats qui ont lieu notamment aux États-Unis sans précaution, puisque la situation de la France est différente. Alors, est-ce que ça veut dire que la mondialisation et les autres éléments dont je parlais tout à l'heure, notamment le progrès technique, n'ont pas eu d'impact sur le marché du travail en France? Non. Ça veut dire que ça n'a pas eu d'impact visible sur la part des salaires, la part du travail dans la valeur ajoutée. Mais maintenant, les ajustements qui se font sur le marché du travail ne se font pas nécessairement de la même façon partout. Sans vouloir être trop long, puisqu'à nouveau, Pierre pourra en dire un peu plus dans la discussion après, mais si on veut avoir une image vraiment synthétique de l'affaire, il faut dire qu'aux États-Unis, l'ajustement du marché du travail se fait d'abord par les salaires, et en France, eh bien, l'ajustement sur le marché du travail se fait aussi et beaucoup par l'emploi. C'est-à-dire que les salaires, notamment des non qualifiés, ont beaucoup baissé aux États-Unis en proportion des salaires qualifiés. Donc, les salaires relatifs des non qualifiés ont baissé aux États-Unis. L'écart s'est agrandi entre les qualifiés et les non qualifiés. En France, ce n'est pas tant ça qu'on a vu, notamment parce que le SMIC a protégé les bas salaires en France, mais le SMIC a protégé les bas salaires, mais pas l'emploi en France. Et donc, l'ajustement s'est fait plutôt par l'emploi que par les salaires. Donc, il faut faire très, très attention. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien nécessairement sur les salaires qu'il ne se passe rien sur le marché du travail. En France, nous avons des formes un peu spécifiques qui sont liées à nos institutions du marché du travail, à la régulation du marché du travail en France, qui ont conduit plutôt à un ajustement par l'emploi et un sous-emploi des non qualifiés, pour faire vite. Mais dans la suite de la discussion, on pourra caractériser plus précisément les perdants de la mondialisation, puisqu'il y en a et que ce livre est très largement consacré à eux. On l'a bien compris qu'il y avait de grandes différences des 2 côtés de l'Atlantique. Revenons brièvement sur la Chine que vous avez évoquée précédemment. La Chine est entrée en 2001 dans l'OMC et souvent on considère que cette date est le point de départ du déclin économique ou du moins industriel des pays de l'OCDE. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Alors, sur le plan méthodologique, sans vouloir être long, ce que l'on sait, c'est que la montée en puissance de la Chine dans le commerce international est concomitante de la désindustrialisation américaine. Et concomitante, pardon, ça ne veut pas dire que ça a provoqué la désindustrialisation américaine. C'est concomitant. Ça s'est passé en même temps. Et donc ça, c'est un point très, très important.
Évidemment, si vous mettez les deux courbes côte à côte, ce que font très souvent les médias, vous avez l'impression que c'est la Chine qui a provoqué tout ça. Mais en réalité, ce que l'on sait, c'est que la désindustrialisation avait commencé aux États-Unis bien avant l'arrivée de la Chine. Et donc, la Chine a éventuellement contribué à renforcer ce mouvement de désindustrialisation américaine, mais elle n'en est pas à l'origine. Et en réalité, ce que l'on appelle désindustrialisation, c'est la deuxième remarque, c'est une question de pourcentage de l'industrie versus des services dans la richesse qui est créée chaque année par une économie. Donc dire désindustrialisation, ça veut dire que la part de l'industrie dans la richesse qui est créée par une économie diminue au cours du temps. C'est ça la désindustrialisation. Mais si cette part diminue, c'est qu'une autre part augmente. Et la part qui augmente, bien sûr, par construction, c'est la part des services. Donc, plutôt que prononcer le mot désindustrialisation, on pourrait utiliser le mot servicisation, mais c'est un mot horrible, et donc tout le monde dit plutôt désindustrialisation, mais il ne faut pas perdre de vue que quand une part baisse, l'autre monte. Donc, c'est un phénomène qui est commun à l'ensemble des pays avancés, à l'ensemble des pays riches. À partir d'un certain niveau de richesse, eh bien, la part de l'industrie dans la richesse qui est créée chaque année diminue. Alors ça, c'est lié à différents phénomènes. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais quand même un point. Si vous prenez la période qui commence en 1970 en France, donc 1970, pour donc les plus jeunes parmi nos auditeurs, ça ne va pas représenter grand-chose. 1970, l'industrie en France, on était avec Manu France, avec Simca, avec LIP, etc. Donc tout ça, c'est des très très vieilles histoires. Et toutes ces entreprises ont disparu depuis. Toutes ces entreprises industrielles ont disparu depuis. Donc 1970. Et on va jusqu'à 2008. Pourquoi je m'arrête à 2008 ? Donc, c'est la grande crise financière. Depuis la grande crise financière, l'industrie française, c'est à peu près l'encéphalogramme plat, pour faire vite. Mais de 1970 à 2008, on a eu une progression du volume de la production industrielle en France. Et ça, personne ne le dit jamais. On parle toujours du déclin, mais de 1970 à 2008, la production industrielle de la France a été multipliée par 2. J'exagère un tout petit peu, par 1,9. Mais retenons que la production industrielle a été multipliée par 2 entre 1970 et 2008. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé qu'on a multiplié le volume de production industrielle par 2 en divisant par 2 le nombre d'heures travaillées dans l'industrie. Donc, on a produit 2 fois plus avec 2 fois moins d'heures travaillées. C'était gain de productivité, du coup. Exactement, Riyad. Ce sont des gains de productivité. La productivité a été multipliée donc par 2 fois 2. Donc, on est dans cette situation absolument de progression du volume de la production industrielle, mais en même temps, les prix industriels ont baissé par rapport au prix des services, justement grâce aux gains de productivité. Et donc, si vous regardez en valeur, évidemment, vous avez une impression assez différente. Et puis, en termes d'heures de travail dans l'industrie, eh bien, je l'ai dit, on a divisé par 2 le nombre d'heures de travail dans l'industrie. Donc, on a diminué très fortement les emplois industriels et on a créé à côté des emplois de services. Et comment on a créé les emplois de services ? Eh bien, justement, avec ces formidables gains de productivité qui ont été réalisés, donc c'est du pouvoir d'achat qui a été distribué. Et ce pouvoir d'achat qui a été distribué, il a été dépensé. Et donc, pour faire vite, une image que j'aime bien prendre, c'est un peu un raccourci, mais vous payez donc les produits industriels que vous consommez moins cher, vous payez votre voiture, votre réfrigérateur, vos chemises moins cher, eh bien vous allez plus souvent au restaurant ou au cinéma, et donc vous avez un recul de l'industrie et une montée des services. Et donc la Chine a renforcé ce phénomène, mais la Chine n'est pas la cause de ce phénomène qui est plus ancien. Donc si on voulait vraiment dater donc les choses, il faudrait plutôt commencer dans les années 90 où le phénomène s'est accéléré. On est là bien avant l'arrivée de la Chine à l'OMC. D'accord. Donc oui, la Chine n'est pas la seule coupable, ou la coupable en tout cas. Mais quelles sont les parts de responsabilité de la mondialisation et du progrès technique sur l'emploi et le pouvoir d'achat? Le progrès technique permet aussi, notamment d'avoir des gains de productivité. Et comment la position des économistes a évolué sur ces questions?
Voilà. Alors ça, pour les économistes, c'est un peu la question à $1 million. Hein. Donc, l'économiste qui arrivera à donner exactement la part donc, du progrès technique et la part de la mondialisation dans le phénomène qui nous intéresse, auront un grand succès. Alors, en fait, c'est une... Pardon. C'est un sujet sur lequel les économistes se disputent depuis 1990. Et leur position a évolué. Au départ, les économistes disaient « la Chine est trop petite ». C'est ce qu'on disait dans les années 1990. Donc la Chine est trop petite, ça ne peut pas compter suffisamment. Et donc on a donc des discussions célèbres entre économistes, notamment Paul Krugman, qui est quand même un prix Nobel, et qui disait que lui, s'il faisait un calcul au dos d'une enveloppe, comme on dit en anglais, ou sur le coin de table, comme on dit en français, eh bien, arithmétiquement, dans les années 90, quand on commençait à parler de ces sujets, eh bien, la Chine était trop petite pour que la Chine puisse expliquer la dégradation de la situation relative des non-qualifiés aux États-Unis. Donc ça a été la première chose qui a été discutée parmi les économistes. Ensuite, il y a un phénomène qui est plus compliqué, qui a été discuté par les économistes et que je vais essayer de résumer maintenant. En fait, si vous prenez l'idée que les États-Unis ont un marché du travail qui se compose de non qualifiés et de qualifiés, ce qui est vraiment très simplificateur, on reviendra dans les détails plus tard, mais non qualifiés versus qualifiés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a observé aux États-Unis donc l'écartement entre les salaires des uns et des autres. Et donc, si les non qualifiés deviennent moins chers, d'une certaine façon, on devrait en embaucher plus. Et si les plus qualifiés deviennent plus chers, on devrait en embaucher moins. Pierre, qui écoute ce raisonnement, est forcément d'accord, ça s'appelle l'offre et la demande sur le marché du travail. Et en réalité, donc, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Et il s'est passé que les qualifiés aux États-Unis sont devenus plus chers et on en a demandé plus. Donc, ça veut dire, en termes techniques, qu'on ne s'est pas déplacé sur la courbe de demande, mais qu'on a déplacé la courbe de demande. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, le progrès technique a déplacé la demande, la courbe de demande de travail. Ça veut dire quoi en termes moins techniques? Ça veut dire qu'à salaire égal, du fait du progrès technique, on a plus besoin des ingénieurs aux États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça, c'est la responsabilité du progrès technique et pas forcément de la mondialisation. Donc, pour finir cette historique très rapidement, arrivé au milieu des années 2000, en réalité en 2004, on avait cette vue selon laquelle eh bien, c'était le progrès technique qui était quand même une des causes importantes, que la mondialisation avait bien sûr contribué, mais qu'elle n'avait pas une implication aussi importante. Et puis, donc, il y a un économiste qui s'appelle Finstra, qui est très connu dans le domaine, Rob Finstra, qui a eu donc un coup de génie. Ça arrive pas souvent dans une carrière, mais lui a eu vraiment un coup de génie. Il a dit, mais écoutez, on va regarder de l'autre côté de la frontière, puisqu'on nous parle toujours des États-Unis, du Mexique, et on va regarder de l'autre côté de la frontière ce qui se passe. Parce que si on a besoin de plus en plus si les écarts de salaire aux États-Unis font augmenter le salaire des qualifiés aux États-Unis par rapport au salaire des non qualifiés aux États-Unis, au Mexique, ça doit être l'inverse à la fin. Donc, au Mexique, ce qu'on doit avoir, c'est le salaire des non qualifiés qui monte et le salaire des qualifiés qui baisse, juste par effet de symétrie. Et en réalité, quand on regarde, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe au Mexique, c'est exactement la même chose qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à salaire égal, on a de plus en plus besoin de personnes qualifiées, même si on est au Mexique et même si le Mexique a un avantage a priori dans les activités intensives en travail non qualifié. Alors, comment expliquer ça? Et c'est là que le coup de génie arrive. Eh bien, dans la délocalisation, nous commençons à en parler maintenant, dans la délocalisation des activités américaines vers le Mexique, qu'est-ce qui s'est passé? Les firmes américaines ont délocalisé au Mexique les segments de valeur ajoutée, donc les activités, si vous voulez, qui étaient les moins intensives en travail qualifié aux États-Unis. Okay? Donc, les États-Unis, enfin les firmes américaines ont délocalisé au Mexique les activités qui étaient les moins qualifiées.
ces activités ont commencé au Mexique et il se trouve, et c'est ça l'évidence empirique qui est tout à fait intéressante, que toutes ces activités qui sont arrivées au Mexique étaient toutes plus qualifiées quand même que les activités qui existaient déjà au Mexique. Et donc, pour faire simple, on assemblait des téléviseurs aux États-Unis. Donc, c'était l'assemblage des téléviseurs, c'est vraiment quelque chose de pas très, très qualifié aux États-Unis. Donc, on a envoyé, délocalisé l'assemblage des téléviseurs au Mexique. Et cet assemblage des téléviseurs au Mexique, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait au Mexique et qui requérait du travail qui était plus qualifié que pour, par exemple, fabriquer des blue jeans. Et donc, ça veut dire que toutes les activités qui sont arrivées au Mexique étaient toutes plus qualifiées que les activités qui préexistaient au Mexique, du fait des délocalisations, et donc que ça a créé une demande supplémentaire de travail qualifié au Mexique. Et donc, dans ce partage, est-ce que c'est la responsabilité de la mondialisation ou est-ce que c'est la responsabilité du progrès technique? Eh bien, les économistes sont partis d'une idée selon laquelle, au fond, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'était Krugman dans les années 90 parce que la Chine est trop petite, à une position plus pondérée qui consiste à dire, en réalité, qu'à la fois le progrès technique et la mondialisation sont en cause, que ça passe notamment par les délocalisations, mais qu'en réalité, les deux sont complices. Et donc, c'est le cumul des deux, de la mondialisation et du progrès technique qui explique les évolutions sur le marché du travail. Mais ce que l'on sait aussi aujourd'hui, puisqu'on est passé d'une vision très macroéconomique des choses à un niveau de détail beaucoup plus grand, on a changé la focale dans l'analyse. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce partage dans l'analyse entre non qualifié et qualifié, eh bien, c'est une simplification qu'il faut abandonner et il faut essayer de dire des choses beaucoup plus précises. Et c'est ce que je détaille aussi dans le livre. Bien. Donc, on a compris que la mondialisation et le progrès technique étaient tous les deux coupables. Mais comment peut-on mesurer sur le plan méthodologique leurs impacts respectifs, hein? Vous êtes revenu dans votre réponse précédente sur les difficultés justement d'identifier les deux phénomènes, mais peut-être que vous pourriez préciser davantage Voilà, alors votre tout à fait. démarche. Le point où je me suis arrêté dans ma description précédente en disant que tout ça était un coup de génie, mais qu'en même temps ça ne suffisait pas du tout, c'est la préhistoire en matière d'analyse économique. On est en 2004, donc ça fait quand même un petit moment, hein. Ça, par rapport à l'analyse de ces sujets, on est vraiment très très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc la rupture méthodologique qui s'est faite, elle s'est faite très récemment, elle s'est faite dans le milieu des années 2010. Donc, vous voyez, c'est très, très C'est récent. récent, oui. Voilà. Et cette rupture méthodologique, elle est associée au nom d'un auteur américain qui est très connu, qui s'appelle David Autor. Et donc, cette rupture méthodologique a consisté à abandonner la vision un peu macro, voire sectorielle qu'on avait jusqu'ici, et à dire non, non, il ne faut pas fonctionner comme ça, il faut regarder les marchés locaux du travail. Donc, les marchés locaux du travail, c'est une définition précise pour les statisticiens et pour les économistes. En France, c'est ce qu'on appelle les zones d'emploi. Donc, les zones d'emploi, c'est donc un concept qui a été créé par l'Institut national de la statistique, l'INSEE, qui consiste à dire, eh bien, on va essayer de regrouper les communes en essayant de voir quel est donc le périmètre dans lequel les personnes peuvent aller travailler. Donc, si par exemple vous habitez dans la commune de Saclay, jusqu'où aller travailler. Si vous habitez à Gennevilliers, jusqu'où aller travailler. Si vous habitez à Dunkerque, jusqu'où aller travailler. Donc, on fait des espèces de cercles concentriques comme ça qui représentent des temps de travail, des temps de trajet moyens, et on crée des zones d'emploi comme ça en regroupant les communes. Donc, il y a en France à peu près 300 zones d'emploi, 322 exactement, mais disons 300 zones d'emploi pour faire image. Et aux États-Unis, on a la même chose. Le périmètre est différent. Ces zones sont beaucoup plus grandes en réalité, mais il y en a 700 quand même. Voilà. Et donc, le travail qui a été proposé par David Autor, cette rupture méthodologique, c'est de regarder ces marchés locaux du travail. Qu'est-ce qui se passe dans une zone d'emploi? Et il se trouve qu'il y a des zones d'emploi qui sont très exposées à la concurrence de la Chine, en raison de la spécialisation des entreprises qui y sont localisées. Et il y a des zones d'emploi qui ne sont pas du tout exposées à la concurrence chinoise. Et donc, ce qu'on va regarder en différence, l'évolution en différence, c'est ce qui se passe dans les zones d'emploi qui sont très exposées à la concurrence chinoise versus ce qui se passe dans les zones d'emploi qui sont peu exposées à la concurrence chinoise. Et donc, la différence entre les deux, si on généralise ce raisonnement, nous dit quel est l'impact de la Chine sur le marché du travail aux États-Unis. Et quand on fait
ce calcul, on arrive à un chiffre qui a été repris à l'envi par les commentateurs, par les politiques, mais toujours mal compris parce que personne n'avait jamais regardé vraiment en détail comment ce travail était fait. Il faut dire que sur le plan statistique et économétrique, il faut vraiment que ça soit lu par des économistes pour être compris, parce que sinon, c'est forcément compris de façon inexacte. Et donc, le chiffre qui a beaucoup circulé, c'est la Chine a supprimé 2 millions d'emplois aux États-Unis. Alors, évidemment, si vous dites ça comme ça va avoir un grand succès politique. Et dans une économie au plein emploi, vous pouvez arriver à convaincre les gens qui sont tous au chômage. Ce qui a été fait. Cette façon de procéder, c'est pourtant la façon moderne de procéder. Qui date du milieu des années 2010. Ça a été aussi fait pour la France. Alors pour la France, on arrive sur des chiffres qui sont beaucoup plus petits. On arrive à moins de 100 000 emplois détruits en France. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Moins de 100 000 emplois détruits entre l'entrée de la Chine à l'OMC et la grande crise financière. Donc sur cette période qui va de 2001 à 2008, 100 000 en cumul sur toute cette période, alors que, si on veut donner un ordre de grandeur, juste avant la crise sanitaire que nous connaissons, la France était sur un rythme de croisière où elle créait à peu près 200 000 emplois par an. Vous voyez, on en a supprimé 100 000 dans l'industrie sur toute cette période allant de 2001 à donc la crise financière, alors qu'on est sur un rythme de création de 200 000 emplois par an. Donc c'est effectivement petit, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, parce que pour effectivement les personnes qui ont perdu leur emploi, eh bien, ça va être difficile de retrouver leur emploi. Alors, avant de rentrer dans le détail de qui a perdu son emploi ou qui a vu son salaire diminuer, je pense que c'est important d'aller un cran plus loin encore que cette rupture méthodologique que j'évoquais pour dire que là, on a changé la focale, on regarde vraiment au niveau micro ce qui se passe et en changeant de focale, eh bien, on a perdu de vue le niveau macro. Et le niveau macro, c'est que bien sûr, dans certaines zones d'emploi, on a supprimé des emplois, mais on a recréé des emplois ailleurs, pas forcément dans l'industrie, quelquefois dans l'industrie, mais pas toujours, souvent dans les services. Et donc l'image qu'on peut avoir en tête, c'est qu'on a supprimé des emplois industriels, mais on a créé beaucoup d'emplois dans les magasins qui distribuent des produits électroniques, qui distribuent des téléphones, etc., etc. Et donc, ce sont tout un tas d'emplois qui ont été créés, mais pas au même endroit, et donc pas dans la même zone d'emploi. Et donc, quand on perd cette dimension macro, ce que les économistes appellent les phénomènes d'équilibre général, donc le bouclage, si vous voulez, du calcul, quand on ne prend pas le bouclage du calcul en compte, on arrive à ce chiffre 2 millions. Et il y a beaucoup de papiers maintenant qui sortent, beaucoup d'articles qui sortent aux États-Unis aujourd'hui par des gens très très compétents et qui montrent en fait que quand on fait le bouclage macroéconomique, eh bien, on n'arrive pas à des pertes d'emplois aux États-Unis, on arrive à la fin à des gains d'emplois. Alors après, on peut critiquer là aussi les méthodes, mais il est probablement beaucoup plus prudent de dire qu'au niveau global, la mondialisation n'a créé ni emploi, enfin la mondialisation n'a pas créé d'emploi et n'a pas supprimé d'emplois aux États-Unis. Simplement, elle a supprimé des emplois dans certains endroits, elle a créé d'autres emplois dans d'autres endroits, et ce ne sont pas forcément les mêmes salariés qui ont perdu leur emploi et qui ont retrouvé un emploi aux États-Unis. Et à nouveau en France, tout ça s'est fait de façon atténuée, parce que la Chine est beaucoup moins grande dans nos importations, et plus par l'emploi que par les salaires. Très bien. Donc oui, il y a une différence entre le résultat global et les résultats au niveau locaux, hein, au niveau de termes d'emploi, au niveau des pertes d'emploi. Du coup, comment peut-on caractériser les gagnants et les perdants de la mondialisation et qui sont-ils? Voilà, alors là, on arrive au cœur du sujet et je dois dire qu'en écrivant le livre, c'est vraiment ce qui m'a passionné, c'est d'essayer d'aller le plus en détail possible dans la description de qui étaient les perdants. Alors, pourquoi pas les gagnants? Les gagnants, évidemment, tout va bien pour eux. Leur feuille de paye s'améliore du fait de la mondialisation. Ils ont plus d'opportunités d'emploi. Ils peuvent valoriser beaucoup plus leurs compétences et en plus, il y a plus de produits dans leur chariot et les produits sont moins chers. Donc, pour eux, tout va bien. Ça n'est pas la peine de trop s'inquiéter pour eux. Donc, le livre essayait de caractériser les perdants. En fait, ce que l'on sait, et là les économistes qui font de l'économie internationale n'ont rien inventé du tout ça a été montré de façon détaillée et récurrente par les spécialistes de l'économie du marché du travail,
en réalité, les coûts dont on parle sont concentrés sur des salariés qui présentent ce que je vais appeler une forme de spécificité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette spécificité? Eh bien, ce sont des salariés qui ont des compétences spécifiques qui sont difficilement transférables vers d'autres tâches. Car le fond de l'affaire, ce n'est pas de savoir dans quelle industrie vous êtes employé, ce n'est pas de savoir dans quelle entreprise vous êtes employé. Ce qui importe vraiment quand on cherche à caractériser les différences de salaire et comment elles évoluent au cours du temps, c'est le métier que vous exercez. Et le métier que vous exercez, il est caractérisé par un ensemble de tâches. J'en donne des exemples dans le livre. Il y a une nomenclature très, très précise des tâches qui existent au niveau français comme au niveau international. On est vraiment sur des choses très précises. Eh bien, il y a des métiers qui sont fondés sur des tâches qui sont très spécifiques et qui sont très difficilement réemployables dans des emplois aussi bien rémunérés dans d'autres types d'activités. Et donc, quand vous êtes un salarié avec cette forme de spécificité, ce que l'on sait, ça a été documenté par beaucoup d'études que je rappelle dans le livre, eh bien, vous retrouvez en général des emplois moins rémunérés et les délais pour retrouver un emploi sont plus longs. Et donc, ce qui est en cause, c'est vraiment la spécificité de vos compétences, la spécificité des tâches que vous exercez. Et maintenant, si on creuse encore un peu plus, on s'aperçoit que les salariés qui ont cette forme de spécificité, ils sont en général localisés dans des bassins de main-d'œuvre qui ont une forte proportion de personnes qui ont donc une qualification assez limitée, donc une forte proportion de non qualifiés. Donc vous avez des bassins de main-d'œuvre qui comprennent beaucoup de salariés qui ont ces caractéristiques très, très spécifiques et qui sont difficiles à réemployer. Ils sont employés dans des tâches qui sont plutôt routinières, qui sont plutôt répétitives. Et ces tâches qui sont routinières et répétitives, elles peuvent être facilement délocalisées vers des pays où les salaires sont plus bas, mais elles peuvent aussi facilement être automatisées. Et là, on revient à la question que vous posiez au départ. Si jamais on faisait revenir certaines activités, eh bien, on ne recréerait pas ces emplois. Simplement, on remplacerait ces tâches routinières, répétitives, par des algorithmes, par des robots. Et donc, ça n'améliorerait pas, en tout cas, le marché du travail pour les personnes qui ont ces compétences très, très spécifiques. Voilà. Donc, l'idée numéro 1, c'est que ce sont les tâches qui comptent. Si vous êtes sur des tâches répétitives, vous êtes plutôt du côté des perdants. Si vous êtes plutôt sur des tâches cognitives dans votre métier, vous êtes plutôt du côté des gagnants. Et ça, quelle que soit l'industrie d'emploi, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez. Et la deuxième dimension, c'est la dimension des territoires, des zones d'emploi. Il se trouve que les emplois d'un certain type et les salariés d'un certain type se sont agglomérés, pour des raisons un peu longues à expliquer ici, se sont agglomérés dans des zones d'emploi. Donc, on a des zones d'emploi avec beaucoup de personnes qui sont plutôt sur des tâches spécifiques du type que j'évoquais tout à l'heure, avec donc des tâches répétitives. Et puis, vous avez des grandes agglomérations avec aussi beaucoup de services qui sont des endroits dans lesquels les tâches cognitives se concentrent. Donc, vous avez à la fois une dimension individuelle du salarié, vous avez une dimension collective dans ce bassin d'emploi et vous avez une dimension territoriale, c'est-à-dire que si ces salariés qui sont difficiles à réembaucher voulaient trouver un autre emploi et ils veulent trouver un autre emploi, eh bien, ça va imposer le plus souvent de bouger d'une zone d'emploi à une autre. Et donc, on ajoute les coûts de mobilité territoriale, qui peuvent être très élevés évidemment, aux coûts de reformation et aux coûts qui sont liés à la perte de salaire. Voilà comment on peut caractériser en quelques mots ces perdants. Et outre la mondialisation, quels sont les autres facteurs qui ont fragilisé certaines catégories de travailleurs, en particulier les non qualifiés dans les pays développés? Je crois que le point essentiel, on pourrait rentrer dans les détails, mais le point essentiel, c'est les progrès qui ont été faits dans les algorithmes et dans la capacité à donc automatiser un certain nombre de tâches. Et ça va très très loin. Et ça ne veut pas dire que vous serez forcément perdant si vous êtes non qualifié. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par exemple, il y a des tâches qui sont des tâches éventuellement répétitives, mais qui ne peuvent pas être remplacées
par un algorithme, pas encore, et qui ne peuvent pas être délocalisés. Je prends l'exemple du coiffeur. Quand vous allez chez votre coiffeur, eh bien, ça n'est pas quelque chose qui est délocalisable, parce que vous ne pouvez pas encore donc délocaliser cette activité pour des raisons évidentes, et ça n'est pas robotisable non plus. Enfin, pas autant que je sache. Je n'ai pas vu encore de robot de coiffure, mais ça arrivera peut-être un jour. Et le jour où ça arrivera, eh bien, les coiffeurs seront dans la même situation que des personnes qui, a priori, sont plus qualifiées, comme celles qui font du codage informatique. Eh bien, il y a des morceaux de code que l'on peut faire de façon délocalisée très, très facilement. Et il y a des morceaux de code que l'on peut faire aujourd'hui de façon automatique grâce à la progression des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Et donc, même dans le domaine médical, on pense au domaine médical parce que c'est très qualifié, très spécifique, etc. Mais même dans le domaine médical, il y a des segments de valeur ajoutée qui aujourd'hui peuvent être délocalisés assez massivement. Par exemple, la lecture des radiographies, eh bien, c'est quelque chose qui, vous en conviendrez, nécessite des compétences élevées. Eh bien, la lecture des radiographies, ça peut se faire maintenant en Inde, par exemple, tout simplement parce que les radiographies ne se font plus sous la forme d'un film, d'une pellicule, il n'y a plus de support physique, les radiographies ce sont des fichiers informatiques. Et donc c'est très facile d'envoyer le fichier informatique en Inde ou dans un autre pays. Donc c'est à la fois les progrès du traitement de l'information, les progrès des algorithmes qui font qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'activités sont concernées soit par les délocalisations, soit par le progrès technique. Mais à la fin, ce que l'on sait sur le plan macroéconomique, d'une façon générale, c'est vrai de la mondialisation, mais c'est vrai aussi du progrès technique, qui n'est pas le sujet de ce livre, mais j'étais quand même obligé d'en parler puisque les deux sont les coupables attendus. Au niveau macroéconomique, en général, donc on recrée des emplois, on crée de la richesse, on crée des emplois, on distribue du revenu, et les emplois sont créés ailleurs par rapport à l'endroit où ils ont été supprimés, d'où l'intérêt d'avoir cette vision très, très détaillée pour repérer quels sont les perdants. Donc la mondialisation, le progrès technique sont coupables. Et les firmes multinationales, nous n'en avons pas encore parlé, ont-elles une part de responsabilité aussi voilà. sur les salaires? Oui. Alors, les firmes multinationales sont évidemment, enfin, on en a dit un mot quand on a parlé des délocalisations des États-Unis vers le Mexique, mais les multinationales, c'est quand même quelque chose qui marche dans les deux sens. Hein. Juste un chiffre encore pour caractériser le point. Si vous dites en France combien il y a d'employés en France dans des entreprises étrangères, donc dans des filiales en France d'entreprises étrangères, il y a 1,5 million d'emplois, 1,5 million d'emplois en France dans des filiales d'entreprises étrangères. Donc, quand j'entends dire partout qu'il faut relocaliser, si tout le monde relocalise, eh bien, les entreprises étrangères qui ont ces 1,5 million d'emplois en France vont faire partir ces 1,5 million d'emplois à l'étranger. Et on a déjà quelques exemples dans l'actualité récente d'entreprises qui ont relocalisé leur production. Je pense aux pneus japonais, par exemple, que vous avez entendu dans les actualités. Donc, il y a 1,5 million d'emplois en France dans des entreprises étrangères. Maintenant, si on essaye de chiffrer ce qui s'est passé vraiment avec les entreprises françaises, il y a une enquête qui est un petit peu ancienne, mais la deuxième est en cours, on ne peut pas encore la dépouiller, une enquête qui s'appelle Chaîne de valeur, qui a été réalisée par l'INSEE et qui est allée donc demander aux entreprises qui avaient choisi de délocaliser ou qui avaient choisi de ne pas délocaliser ce qui s'était passé en termes d'emploi. Et donc, quand on met bout à bout, j'ai travaillé sur ce sujet en regardant vraiment les identifiants des firmes, etc. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous donner des détails avec des noms d'entreprises, puisque tout ça est couvert par le secret statistique. Mais donc, ça veut dire que ces entreprises-là ont supprimé à peu près en moyenne 11 500 emplois par an. Des délocalisations des entreprises françaises, 11 500 emplois par an. Alors, il y a d'autres méthodes qui ont été utilisées dans la littérature, je n'ai pas le temps d'en parler, et qui arrivent jusqu'à 15 000 emplois. Vous voyez, même si on parle de 15 000 emplois, ou même si on se trompe et que ce n'est pas 15 000 et 20 000, on va comparer 20 000 avec un rythme de création qui est 200 000. Ça fait à peine 10%. Du coup, voilà, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est-à-dire que
les 11 500 employés qui ont perdu leur job, qui sont localisés dans des bassins d'emploi difficiles, etc., pour eux, c'est vraiment ressenti comme quelque chose de terrible. Et d'autant plus terrible que pendant que leur situation se dégrade, la situation des gagnants s'améliore. Et donc, vous avez les mauvaises cartes en main et vous voyez que la situation s'améliore pour d'autres. Donc, ça crée un ressenti social, sans vouloir faire de la sociologie un peu rapide, ça crée un ressenti social qui est le terreau de beaucoup de discours politiques à l'encontre de la mondialisation. Très bien. Et pour conclure, quelles sont les politiques publiques envisageables pour réduire les effets néfastes de la mondialisation? Alors, je pense, si on veut, puisqu'on conclut, donner vraiment la conclusion du livre, l'idée du livre, quand même, c'est que ce n'est pas la mondialisation qui est en cause. La mondialisation, c'est un phénomène qui est là, qui existe. Il y a eu d'autres phases de mondialisation. Ce qui est en cause, c'est plutôt les politiques publiques qui n'ont pas su accompagner correctement la mondialisation. Elles n'ont pas su redistribuer suffisamment les bénéfices de la mondialisation, qui sont réels, vers les perdants. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Par exemple, en France, on a redistribué du revenu vers les perdants. Là, Pierre pourra rentrer dans la discussion plus dans le détail, mais on a dépensé beaucoup d'argent en France, et à juste titre, pour redistribuer le revenu vers les perdants. Et donc, ceux qui perdaient à cause de la mondialisation, évidemment, étaient parmi les bénéficiaires de ces politiques de compensation. Mais ce qu'on n'a pas bien fait en France, on a redistribué du revenu, mais on n'a pas bien redistribué les opportunités. Donc, c'est une formule un peu générale, mais j'ai expliqué tout à l'heure que les raisons pour lesquelles il y avait des perdants, si on essayait de caractériser ces perdants, c'est que ces salariés n'avaient pas les bonnes cartes en main. Ils avaient une formation qui était trop spécifique ou une formation insuffisante. Et donc, ils ne pouvaient pas facilement se redéployer sur d'autres emplois. Ou alors, pour des raisons compliquées, ils étaient donc localisés sur un territoire et les coûts de déplacement d'un territoire à l'autre étaient aussi très, très élevés. Et donc ça, on n'a pas su bien le gérer en France. On a redistribué du revenu, mais on n'a pas bien redistribué les cartes, on n'a pas bien redistribué les opportunités. Et donc, c'est aussi pour ça, et d'une certaine façon à juste titre, qu'il y a ce ressenti social. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, ce n'est pas la France qui va le faire toute seule, c'est plus au niveau européen, c'est discipliner la mondialisation. Il y a des abus dans la mondialisation, il ne faut pas se les cacher, même si ça n'était pas l'objet de ce livre. Donc, il y a des abus en matière environnementale, il y a des abus en matière sociale, et donc, ce qui est tout à fait souhaitable, c'est donc de renforcer les règles sur les questions environnementales et sur les questions sociales. Donc, juste pour prendre un exemple d'un mot, quand vous achetez un salon de jardin en bois, il n'est pas normal que ce salon de jardin en bois soit construit avec du bois des forêts primaires qui mettent en cause les équilibres climatiques de la planète. Ce n'est pas normal, il y a d'autres solutions. Et donc, on ne devrait pas autoriser ça, et la mondialisation produit cela aussi. Sur la dimension sociale des accords, eh bien, on peut parler d'une catastrophe qui a eu lieu et qu'on a tous en tête, dans cette usine qui s'est écroulée sur les ouvriers du textile. Et quand on a regardé dans les décombres, eh bien, on s'est aperçu que donc les pièces d'habillement qui étaient fabriquées dans cette usine avaient différentes marques. Et donc, les marques que je ne vais pas rappeler ici sont les marques qu'on connaît tous et les marques de distribution qu'on connaît tous. Et donc, en réalité, l'ensemble de la filière textile, pas juste en France, mais dans tous les pays occidentaux, faisait appel à cette entreprise de triste mémoire. Donc, ce qui m'amène à mon point de conclusion, je pense qu'il ne faut pas attendre tout de l'État et de son action. Je pense que les consommateurs ont une responsabilité, la société civile, d'une façon plus générale, a des responsabilités et dans beaucoup de cas, le travail des organisations non gouvernementales, donc les ONG, est très utile puisqu'il permet de mettre le doigt sur les abus quand il y en a. Et donc, quand on arrive à caractériser les abus et à les identifier, ça permet d'avoir un discours plus nuancé sur la mondialisation, d'en voir tous les avantages, mais aussi de savoir que, eh bien, dans certains cas, certaines entreprises peuvent mal se comporter. Eh bien, il faut les montrer du doigt, mais ce qui n'empêche pas de continuer à penser que la mondialisation est avant tout une bonne chose. Je vous remercie.
Merci beaucoup Lionel pour cette présentation très instructive. Avant de passer aux questions-réponses avec les participants, je me tourne vers Pierre Cahuc. Est-ce que vous pouvez réagir et donner quelques éléments sur la présentation de Lionel Fontanier? En fait, je crois qu'on est sorti un peu du timing prévu, donc non, je vais plutôt passer la parole, hein, on pourra en parler, mais je pense qu'effectivement, je pense que les conclusions de l'ouvrage enfin, sont bien balancées. Je pense que le message de base, quand même, c'est que le commerce international joue un rôle très important, qu'il faut faire attention au message simpliste. Donc, ce point de vue-là, le livre est, je pense, vraiment très, très utile et donne beaucoup d'éléments, plus que ce qu'a eu le temps de présenter Lionel. Ensuite, mais je vais laisser la parole pour les questions, mais juste, le livre est beaucoup plus rapide sur les préconisations, en fait, évidemment. Moi j'avais des questions sur la gouvernance, en fait. Quelle serait la gouvernance adaptée pour améliorer, en fait, les bienfaits de la mondialisation? Je pense à la gouvernance internationale plutôt. Est-ce que l'OMC aujourd'hui, c'est votre gouvernance? Est-ce qu'il manque des choses pour des éléments? À quoi on peut penser? J'imagine que sur ça, Lionel a des idées. Mais je ne pas prendre. Enfin, je pourrais laisser la place surtout à les discussions pour les autres intervenants. Il y a une question de Martial Foucault qui a dû partir, je crois, mais on pourra Oui, lui alors une transmettre. question de Martial Foucault qu'on va relayer. Alors, quelles conséquences peut-on attendre d'un sentiment croissant d'insécurité économique dans les pays développés face à la mondialisation, en particulier sur le lien que l'on peut observer entre insécurité économique et montée des populismes? Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou... Pour l'instant, il n'y en a qu'une, et s'il y en a d'autres, je les relayerai. Et peut-être que vous pourriez donner quelques éléments de réponse à Pierre sur la D'accord, d'accord. gouvernance mondiale du commerce international. Voilà, donc je crois que sur l'insécurité économique, j'ai un peu répondu à la fin dans mon exposé. L'un des éléments qui rend des évolutions à la fois du progrès technique et de la mondialisation angoissantes pour certaines catégories de salariés, c'est donc le sentiment de ne pas avoir les cartes en main. Et donc, quand on n'a pas les bonnes cartes en main, on entrevoit que si l'on perd la situation dans laquelle on se trouve, on perdra beaucoup parce qu'il sera très difficile de en retrouver une. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez bien documenté dans la littérature économique. Il y a des travaux aujourd'hui qui se font avec ce qu'on appelle je cherche le mot en français, les statistiques combinées employeur-employé. Donc, qui consiste à identifier non seulement les salariés individuellement et à les suivre dans le temps, et à identifier les entreprises dans lesquelles ces salariés travaillent, individuellement aussi. Et donc, ces statistiques dans lesquelles on a ce mariage des statistiques d'entreprise et donc de données sociales, en fait, et de données d'emploi, permet d'avoir une vision très, très précise des trajectoires. Donc, en France, c'est un tout petit peu compliqué pour des raisons de taille du marché du travail et donc de difficulté à suivre en panel, c'est au cours du temps, l'ensemble des salariés français. On comprend que c'est une gageure. Donc, on est obligé de travailler sur des statistiques qui ne permettent pas d'identifier individuellement les salariés, mais simplement le poste qu'ils occupent. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut être fait, par exemple, au Danemark. Alors, pourquoi ça a été fait au Danemark? Pour la raison opposée à celle que j'évoquais pour la France. C'est un petit pays en termes de taille, et donc en termes de taille des fichiers, c'est beaucoup plus facilement manipulable. Et donc, ce que l'on voit, par exemple, dans le cas du Danemark, mais c'était documenté pour d'autres pays aussi, c'est que si vous faites partie des perdants que j'évoquais tout à l'heure, que je caractérisais tout à l'heure, et si, avant de perdre, vous étiez embauché dans une entreprise, vous étiez employé par une entreprise qui payait plutôt mieux que la moyenne, à ce moment-là, vous perdez encore beaucoup plus que les autres. Donc, on a cette situation dans laquelle l'insécurité économique, c'est que si vous avez les mauvaises cartes en main, et si vous perdez, vous pouvez perdre beaucoup. Et donc, ce qu'il faut, c'est facile à dire, mais enfin, la direction des politiques économiques nationales, la direction souhaitable, c'est de redistribuer les cartes et pas justement simplement de redistribuer le revenu. Mais ce sont des politiques de long terme. Redistribuer le revenu, on peut le faire d'une année sur l'autre.
les outils existent pour le faire. Maintenant, si on veut redistribuer les cartes, ça pose tout un tas de questions qui dépassent très largement donc l'objectif de ce livre en matière de formation initiale, de formation permanente. Donc, il y a beaucoup de champs qui sont ouverts à partir de là. Et c'est probablement dans ce sens et dans l'accompagnement meilleur des personnes qui recherchent un emploi qu'il faut creuser. Mais là, il y a beaucoup de travaux donc, très intéressants qui ont été déjà écrits et que je n'ai pas le temps de discuter ici. Alors, sur la question de Pierre Cahuc, quelle serait la bonne architecture internationale? Donc là, il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse facile, ça n'est pas pour contourner la question, mais le premier élément de réponse, c'est qu'il faut déjà que cette architecture internationale ou multilatérale soit souhaitée. Et donc, on était dans une situation jusqu'à il y a peu où l'édifice multilatéral était en train de se fissurer de partout. On a bien sûr donc le blocage de l'Organisation mondiale du commerce par les États-Unis, pour des raisons qui sont un peu longues et techniques à discuter ici, mais les États-Unis ont empêché la nomination des juges de l'organe d'appel. Donc ça a bloqué tout le dispositif juridique de l'Organisation mondiale du commerce, pour certaines raisons d'ailleurs qui étaient bonnes. Hein. Il n'y avait pas que de mauvaises raisons, mais enfin à la fin, ils ont quand même bloqué totalement l'OMC. Et non seulement ils ont fait ça, mais comme chacun l'a en tête, ils sont entrés dans une guerre commerciale, notamment avec la Chine, et essentiellement avec la Chine, fondée sur des sanctions et sur une utilisation de la loi américaine qui était tout à fait abusive. Il n'y a pas que la Chine qui a été touchée, l'Europe a été touchée par exemple aussi, le Canada, qui est quand même le partenaire traditionnel des États-Unis, a été touché aussi. Et juste pour prendre un exemple, quand l'Europe a été touchée sur l'acier et l'aluminium, l'administration américaine a ressorti donc une loi sur la sécurité des États-Unis, disant que donc il y avait un problème de sécurité des États-Unis parce que l'acier venait d'Europe ou du Canada. Et il est évident que s'agissant de pays alliés, la ficelle était quand même un tout petit peu grosse, quoi. Jusque-là, c'est une loi qui avait été utilisée uniquement pour prendre des sanctions commerciales, essentiellement d'ailleurs contre des pays pétroliers, mais contre des pays qui étaient vraiment considérés comme des ennemis des États-Unis sur un plan géopolitique. Alors que là, on utilisait cette loi, cette disposition pour donc sanctionner des pays qui étaient des pays amis sur le plan géopolitique. Donc, première partie de la réponse, il faut vouloir le système multilatéral déjà pour que ce système multilatéral puisse se construire, hein, ou se renouveler pour s'adapter aux nouvelles situations. Je ne parle pas ici de ce qui s'est passé à l'Organisation mondiale de la santé, mais chacun l'a en tête aussi. Et donc, une fois que l'on est revenu sur une approche plus multilatérale des choses, ce qui semble être le cas de l'administration Biden. Je pense aussi à la question du climat avec le retour dans l'accord de Paris, qui est quelque chose d'évidemment très important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et juste pour répondre sur l'Organisation mondiale du commerce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se trouve que l'Organisation mondiale du commerce est assez mal équipée pour traiter un certain nombre de sujets qui sont devenus des sujets très importants aujourd'hui. L'Organisation mondiale du commerce est mal équipée pour parler des subventions. Et là, ça tombe mal parce que nos amis chinois utilisent beaucoup les subventions. L'Organisation mondiale du commerce est très mal équipée pour parler de concurrence. Et là aussi, ça tombe mal parce que le sujet aujourd'hui, ce sont les GAFA. Est-ce que les GAFA font les Google, Amazon et autres, est-ce qu'ils font des abus de concurrence ou est-ce que c'est juste un effet du progrès technique qui fait que ces entreprises sont absolument dominantes? Donc la concurrence, on ne sait pas bien en parler. Et puis, pour ce qui concerne les clauses sociales, c'est même pas qu'on ne sait pas bien en parler, c'est que l'OMC dit, écoutez, nous, il y a l'OIT à côté, donc l'Organisation internationale du travail, et ça relève plutôt de l'OIT. On ne peut pas tout faire à l'OMC, on ne peut pas faire le climat, le social, etc., etc. Donc, il y a l'OIT. Et donc, le point, c'est que ce qui se passe à l'OIT, ça ne suffit probablement pas du tout, quoi. Et la difficulté que nous avons à l'OMC, c'est que, évidemment, il y a plein de pays, puisque les décisions se prennent à l'unanimité, qui ne voudront jamais rouvrir cette boîte de Pandore des questions sociales. Alors, comment avancer à l'OMC? La bonne nouvelle, c'est que l'OMC a réussi finalement à avoir une directrice.
Et là aussi, c'est parce que les États-Unis ont débloqué la décision, puisque pour l'instant, enfin jusque-là, l'OMC était géré par 4 directeurs généraux adjoints, donc ce qui n'est pas une très bonne façon de fonctionner. Pour prendre une décision, il fallait faire le tour des 4 bureaux et ça ne marchait pas très bien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle directrice. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est une directrice et pas un directeur. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'elle est africaine, même si elle a un parcours très international à la Banque mondiale, etc. Et donc, on a là beaucoup d'éléments, on a une convergence d'éléments qui fait que, eh bien, du point de vue de l'OMC, c'est un peu la dernière chance. C'est-à-dire, si elle n'arrive pas à réformer le fonctionnement de l'OMC, on n'y arrivera jamais. Et donc, l'un des sujets sur lesquels elle va devoir plancher, outre les éléments de détail sur lesquels on peut progresser, comme la nomination des juges, je n'y reviens pas, c'est ce qu'on appelle la question de la gradation à l'OMC, c'est-à-dire l'idée que, pour l'instant, si vous êtes un pays en voie de développement, eh bien, vous avez systématiquement un traitement spécial et différencié, ce qu'on appelle le TSD, donc le traitement spécial et différencié, qui est plus favorable. Toute décision qui est prise à l'OMC, toute règle a toujours une version plus favorable pour un pays en voie de développement. Et donc, ce qui va avec, c'est que ce sont les pays eux-mêmes qui déclarent s'ils sont en développement ou pas. Et donc, il y a un grand avantage à considérer qu'on est un pays en voie de développement. Donc, la Chine, demain, ne nous dira pas qu'elle n'est plus un pays en voie de développement. Et d'ailleurs, on ne peut pas lui en vouloir, puisque la Corée du Sud, continue à considérer qu'elle est un pays en voie de développement, ce qui fait sourire évidemment tout le monde. C'est un pays en voie de développement pour les questions agricoles. Et donc, ce qui permet à la Corée de faire des politiques protectionnistes qui se défendent d'un certain point de vue, hein, mais qui se cachent derrière cet argument d'être un pays en voie de développement. Donc ça, il faut en sortir. Les États-Unis, à juste titre, ne supportent plus ça. Les Européens sont plus patients, hein, d'une façon générale, mais nos amis américains sont un peu plus énervés par ce sujet, et notamment par le fait que la Chine s'en sert. Et donc, si on veut vraiment maintenir donc, un engagement fort des États-Unis dans la dynamique de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, c'est un sujet qu'il va falloir régler. Et on a beaucoup de chance, puisque donc, cette nouvelle directrice a, je pense, toutes les cartes en main et beaucoup d'expérience pour avancer sur ces sujets. Merci beaucoup pour cette réponse, Lionel. Donc, pour conclure, l'OMC devra forcément se réformer pour pouvoir mieux encadrer le commerce mondial, hein. Alors, merci beaucoup. Je rappelle la publication de votre ouvrage La feuille de paix et le caddie, qui est une lecture très instructive. Je rappelle également que ce webinaire a été enregistré et sera rediffusé prochainement sur notre site institutlouisbachelier.org. Bonne journée Lionel, bonne journée Pierre et bonne journée à toutes et à tous. Je vous remercie, au revoir. Au revoir.